Le premier contact. N'en déplaise aux conspirationnistes de tout acabit, jusqu'à preuve du contraire, ce moment crucial dans le développement de l'humanité n'a toujours pas eu lieu. Le premier contact, pour ceux qui l'ignorent, s'il y en a, c'est ce moment où l'espèce humaine entre, pour la première fois de son histoire, en contact avec une espèce d'origine extraterrestre. Généralement, le premier contact, dans l'imaginaire collectif et culturel, est étroitement associé à une rencontre avec une autre espèce intelligente, ou du moins dotée de conscience. C'est là un lieu commun en science-fiction, un thème archi-récurrent, pour ne pas dire éculé, et qui trouve son fondement dans les racines mêmes des précurseurs du genre. On a juste à penser à Savinien Cyrano de Bergerac et son récit « L'autre monde ». Qui nous confronte d'ailleurs à une civilisation originaire de la Lune. Cependant, force est d'admettre qu'il se peut, voire qu'il est probable, qu'au contraire, au fil des pérégrinations de l'humain parmi ses planètes voisines, voire ses étoiles voisines, ce fameux premier contact ne se fasse pas avec une civilisation à proprement parler. Peut-être que la première forme de vie extraterrestre à laquelle l'humain sera confronté, appartiendra au règne végétal ou animal, voire fongoïde, et que son développement ne permette pas le spectaculaire échange conscient et langagier en forme de rond mis en scène dans The Arrival de Denis Villeneuve, par exemple. Si vie il y a sur Europe, ou Encélade, respectivement satellites de Jupiter et de Saturne, on pourrait dire aussi Ganymède, ou Titan, ou Triton. Est-ce quelqu'un qui ne savent pas c'est quoi Triton? C'est tout ça. OK, merci. Triton, c'est une lune. Donc, mais je prends particulièrement Europe et Encélade parce qu'il y aurait, sous leur couche de glace, des océans liquides. Et donc, fort à parier que son développement de cette vie sur ces lunes n'est, au moment où moi, je vous parle, rien à voir avec la vie consciente telle que nous la concevons. Pourtant, la découverte d'une forme de vie sur ces lunes, ou sur Mars, même primitive, même unicellulaire, constituerait néanmoins un premier contact stricto sensu. Un cadre, voire un protocole, serait alors nécessaire afin de, excusez mon anglicisme, de dealer avec ces premières formes de vie d'origine alien, qu'elles soient conscientes ou non. La science-fiction, même dans ses balbutiements, avant même d'être autoréférenciée en un genre autonome, s'est penchée sur la posture à adopter face à une telle situation. Et du nombre, 3 œuvres de J.H. Rossini, oui je prononce le S, de J.H. Rossini aîné sortent du lot, en ce qu'elles anticipent une discipline dont l'objet d'étude serait justement les formes de vie étrangères, les formes de vie extraterrestres. Et cette discipline, c'est l'exobiologie. Ces œuvres, ce sont les Navigateurs de l'infini, Un autre monde et l'Exipéuse. L'exobiologie, également connue sous le vocable d'astrobiologie, c'est la même affaire. Est une sous-branche de la biologie à visée pluridisciplinaire qui est actuellement dans ses premiers balbutiements, au point où il est difficile de parler de science à proprement parler lorsqu'il en est question. Certains critiques lui collent plutôt l'étiquette de pseudoscience. Ouch! Puisque son objet d'étude, il faut l'avouer, n'a toujours pas de référent concret, hormis celui né des pages de la science-fiction. Ce que reconnaissent d'ailleurs les exobiologistes André Braic et Bradford Smith dans leur ouvrage « Terre d'ailleurs à la recherche de la vie dans l'univers ». Qu'à cela ne tienne, l'exobiologie se développe à travers ses projections concernant le développement d'éventuelles formes de vie sur d'autres astres connaissant des environnements radicalement différents de ce que l'on retrouve sur Terre et de l'influence des divers éléments constitutifs de cet environnement sur le développement de matières organiques simples. Je parle, bien entendu, de biomolécules et de leur complexification subséquente pouvant éventuellement mener à des formes de vie intelligentes. In extensio, par son champ d'étude,
l'exobiologie englobe nécessairement la recherche de vie extraterrestre, tout comme elle englobe des disciplines scientifiques aussi variées que la physique, la chimie organique et la chimie inorganique, la biochimie, la biologie cellulaire, la climatologie, la géologie, la planétologie, et j'en passe. C'est donc dire que l'exobiologiste confirmé serait un scientifique accompli, ayant des connaissances poussées dans de nombreux domaines certes apparentés, mais qui nécessitent normalement chacun leur propre spécialisation poussée. Les protagonistes de Rosny, sans se désigner comme étant des exobiologistes, chose parfaitement normale et compréhensible puisque le terme exobiologie n'a émergé que dans les années 60 et serait attribuable au microbiologiste et généticien Joshua Lederberg. Les protagonistes de Rosny, donc, adoptent une posture qui anticipe pourtant celle que devraient posséder les exobiologistes, au point où on peut presque parler, sinon de modèle, du moins de prototype. Dans Les Navigateurs de l'Infini, publié en 1925, l'équipage du Stellarium, ça c'est le nom du vaisseau, sont les premiers humains à se poser sur Mars. Une Mars romancée, pour ne pas dire rêvée, loin du désert rouge-orangé dont les images de Curiosity nous approuvent depuis 2012, ou Viking, si vous préférez, bien avant, dans les années 50. Au moment d'écrire son roman, Rosny a le champ libre. Aucune sonde ne s'est encore posée sur notre voisine. Et l'auteur a le champ libre pour y déployer son imaginaire. Mais au contraire d'Edgar Rice Burroughs, lequel peuple Mars dans son cycle de Barsoom, qui est pourtant contemporain à Rosny, je vous rappelle que A Princess of Mars, le premier roman du cycle de Barsoom, a été publié dès 1917. Donc, Burroughs peuple Mars de différentes factions baroques en lui insufflant une intrigue, qui va naître d'ailleurs dans les pages de son cycle, le sous-genre du space opéra qui va plus tard influencer l'heroic fantasy. Rosny, lui, postule qu'au contraire, les premiers explorateurs de Mars seront d'abord des scientifiques et non des soldats, malgré l'armement à rayon que comporte le Stellarium. Et qu'en tant que scientifiques, ceux-ci, empreints de la curiosité propre à la découverte, adopteront nécessairement la méthode scientifique devant les révélations de la surface de Mars. Aussi, loin d'être alarmés ou effrayés par ce que leurs yeux leur donnent à voir, ceux-ci cherchent dès le premier abord à comprendre le fonctionnement intrinsèque de la vie qui s'épanouit sous leurs yeux. Citation. Ce qui tenait lieu de corps avait des contours si irréguliers que ces êtres nous parurent informes. En fait, ils affectaient une surface moussue, avec une multitude de pores, de replis, de sinus de bosselures. En nous enfonçant un peu plus dans la vallée, nous ne tardâmes pas à en percevoir d'autres. Nous en comptions au moins 12 sortes différentes. 2 de ces êtres atteignaient une longueur de 100 pieds. Impossible de dire s'ils avaient des organes ou une tête, mais tous montraient les prolongements en lanières qui servaient de pattes. Les pattes lanières s'opposent fort imparfaitement, dit Jean. La tête doit être ce qui précède le reste quand ces êtres se meuvent. Ce qui précède ressemble pas mal à une grappe dont on ne sait quel fruit moussu ou spongieux. Si c'est la tête, elle est composée de compartiments distincts, quoique soudés. Je ne vois rien qui évoque l'idée de sens. Rien qui ressemble lointainement à des yeux, des oreilles, des narines. Pas de bouche non plus, à moins qu'il y en ait une parmi les cavités qui s'en trouvent dans la mousse ou l'éponge. Ceux qui s'arrêtent près des pseudoplantes n'ont pas l'air de les consommer. Fin de citation. Le ton est celui de la fascination, de la volonté de comprendre. Et bientôt, l'équipage débute déjà une classification biologique de ces formes de vie, regroupées en un règne distinct de l'animal, distinct du végétal, distinct du fungi, distinct de la bactérie. Un règne qu'ils vont baptiser les zoomorphes. Afin de mieux comprendre l'origine de leur formation, l'équipage va procéder à l'analyse physico-chimique minutieuse de l'atmosphère, laquelle montre des variations significatives par rapport à ce que l'on retrouve sur Terre dans la proportion des isotopes pour les différents atomes qui la composent, et qui seraient à l'origine des différences fondamentales dans la faune et la flore martienne.
S'ensuit une étude des zoomorphes qui conduira les protagonistes à analyser leur morphologie, leurs mouvements, à en disséquer un spécimen de petite taille afin d'en observer les organes internes et, dans citation, prélever difficilement un peu de substance pour l'analyse chimique, spectroscopique, radiographique, fin de citation. Ce qui leur fait observer que, désolé, une autre citation, l'organisme était sec, point de liquide, des gaz et des solides d'une nature incomparablement élastique, soumis à des pressions et à des tractions très fortes. Les solides s'aplatissaient ou s'étiraient considérablement. Mais dès qu'on cessait l'expérience, ils reprenaient leur forme intégrale, mais rien qui ressemblât à des organes. Fin de citation. On le voit. L'équipage du Stellarium, pour être en mesure d'investiguer la nature profondément distincte des zoomorphes, n'a d'autre choix que de faire appel à de multiples disciplines scientifiques. Or, leur rencontre ultérieure avec les tripèdes, littéralement les martiens intelligents de la planète rouge, les confrontera à d'autres disciplines provenant cette fois des sciences sociales. Il est évident que les humains ne pourront capturer, étudier, puis disséquer un tripède comme ils l'ont fait avec un zoomorphe, sans risquer un incident diplomatique. Or, si l'exobiologie en tant que discipline demeure sérieuse dans sa recherche de la vie intelligente extraterrestre, elle devra nécessairement composer avec les aléas diplomatiques qui impliqueront le premier contact avec l'autre, nécessairement un autre dissemblable, et ce, sans préjugés ni idées préconçues. Et c'est précisément de cette façon que va se comporter l'équipage du Stellarium, alors même qu'un des leurs fut kidnappé dès le départ par les tripèdes. Dans un autre récit à la visée divergente et qui aurait eu sa place dans les pulps de l'époque, surtout les pulps américains, un tel acte aurait pu être perçu comme un acte de guerre, nécessitant d'immédiates représailles, orientant la mise en intrigue vers un conflit sinon manichéen, du moins au fort relent xénophobe. Rosny ne tombe pas dans ce piège. Il y aura certes conflit, mais ce sera en réalité pour préserver le futur des tripèdes, ces derniers, les tripèdes étant condamnés à terme par le règne envahissant des zoomorphes. Les zoomorphes empoisonnant leurs terres arables en se nourrissant des minéraux du sol, alors que les tripèdes, espèces décadentes et résignées, sont au crépuscule de leur civilisation et ne réussissent pas à contrer l'avancée des zoomorphes, acceptant leur sort de manière plutôt stoïque. Le kidnapping n'est en réalité qu'une façon maladroite de forcer un premier contact interespèce, et les humains, adoptant à nouveau la saine curiosité scientifique, vont y répondre en élaborant un langage signé qui leur permettra d'entrer en communication avec leurs hôtes, afin non seulement de mieux comprendre leurs intentions, mais également et surtout d'étudier leur comportement, leurs mœurs, leurs arts et leur structure sociale. Citation. Leur vie personnelle et sociale est très libre. On peut dire que l'ère du crime est close pour eux. L'ère de la vertu aussi. Comme ils n'ont besoin d'aucun effort pour respecter la liberté d'autrui, ils ne connaissent pas la pauvreté ni la richesse. Chacun fait sa part de travail, avec autant de naturel qu'une fourmi, mais en gardant son individualité. Les tripèdes capables de violence sont extraordinairement rares. On les considère comme des démons. Fin de citation. Et le tout en conservant toujours à l'esprit l'opportunité d'étudier leur physiologie. Forcément. Citation, à nouveau. Leur vision est bien plus complexe que la nôtre. Elle s'étend dans l'infrarouge et l'ultraviolet. Leurs trois paires d'yeux comportent des registres différents. L'une, située le plus haut, ne perçoit distinctement que la partie du spectre qui va de l'orangé à l'indigo extrême. Les yeux de la région moyenne discernent le rouge et l'infrarouge. Enfin, la troisième paire d'yeux explore particulièrement les rayons violets et ultraviolets jusqu'aux plus basses fréquences. Fin de citation. Or, cette proximité sociale et intellectuelle, voire sentimentale entre deux espèces conscientes, entraînera nécessairement, je l'ai dit, un parti pris de l'équipage du Stellarium en faveur des tripèdes contre les zoomorphes, lesquels sont dominés par les tropismes. Ce conflit est présenté comme l'antagonisme d'un règne contre un autre. Antagonisme regretté par les membres de l'équipage, même s'ils n'hésiteront jamais à se porter à la défense des tripèdes dans un malheureux réflexe de White Man Savior, il faut le dire.
Mais justement, l'équipage du Stellarium ne part pas en guerre ouverte contre les zoomorphes, se bornant à ériger des défenses impénétrables qui assureront la survie des tripèdes, repoussant les zoomorphes sans les tuer. Il en va autrement dans l'Exipéus. Nouvelle publiée pour la première fois en 1887, et qui situe l'intrigue dans un passé lointain, 1000 ans avant l'émergence de l'Empire babylonien. C'est loin, ça. À une époque où les humains primitifs, pour la plupart encore nomades, entrèrent en conflit avec les Xipéus du titre. Un autre conflit, règne contre règne, dont le parallèle avec les navigateurs de l'infini, publié presque 40 ans plus tard, 38 en fait, est évident. Au même titre que les zoomorphes menacent les tripèdes, les Xipéus, sorte d'organismes géants vaguement unicellulaires, territoriaux et agressifs, menacent les humains d'extinction. Larges masses coniques, cylindriques ou stratifiées, colorées mais translucides, avec en leur centre une étoile éblouissante, les Xipéus ne sont ni des animaux, ni des végétaux, ni des bactéries. Ils sont d'un autre règne. Un règne qui attaque les humains à vue et qui cherche à se répandre, car, comme le rappelle Braic et Smith, citation, « La vie a tendance à occuper tout l'espace disponible. » Fin de citation. C'est là qu'intervient Bakun, un homme sage, intellectuellement brillant et perspicace, qui, citation, « professait que la vie sédentaire était préférable à la vie nomade. » Ça va? Good. Qui pensait que le soleil, la lune et les étoiles n'étaient pas des dieux, mais des masses lumineuses, et qui disait que l'homme ne doit réellement croire qu'aux choses prouvées par la mesure. Fin de citation. Bakun sera rapidement promu au rang d'enquêteur de l'étrange, ou enquêteur de l'étranger, si vous préférez. On fait appel à lui pour trouver le moyen, sinon de combattre, du moins de freiner l'avancée implacable des Xipéus. Bakun accepte, mais son approche n'a d'abord rien à voir avec le militaire. C'est avant tout celle de l'observation, de la découverte, de l'expérimentation, de la curiosité scientifique, et ce, des milliers d'années avant le discours de la méthode de Descartes. Bakun observe le mode de vie des Xipéus sous toutes ses coutures, leur mode de locomotion, leur façon de se nourrir, laquelle passe par la carbonisation de la proie au moyen de rayons émis par leur étoile, leur mode de reproduction, leurs interactions sociales aussi, incluant leur capacité d'apprendre, mais aussi leur façon d'enseigner qu'ils ont envers leurs poupons, mais aussi et surtout leur langage. Et toujours dans un ton de curiosité intéressée, d'observation du vivant dans son habitat, précisément comme le ferait un explorateur ou un biologiste confronté à une espèce nouvelle, ou mieux, un exobiologiste. Citation. Là, j'ai tenté de découvrir s'ils construisaient des abris, mais j'avoue avoir échoué en cette recherche. Ils ne meuvent ni les pierres ni les plantes et paraissent étrangers à toute espèce d'industrie tangible et visible, seule industrie appréciable de l'observation humaine. Ils n'ont conséquemment point d'armes, selon le sens par nous attribué à ce mot. Il est certain qu'ils ne peuvent tuer à distance. Tout animal qui a pu fuir sans subir le contact immédiat d'un Xipéus y a infailliblement échappé. Et de cela, j'ai été maintes fois témoin. Fin de citation. Évidemment, il s'agit là d'une étude dont le but est de trouver une faille tactique exploitable, un moyen de vaincre l'ennemi, puisque les Xipéus menacent l'existence même de l'espèce humaine en entier. Dans ce contexte, le fait que Bakun assiste à la mort d'un Xipéus le conforte dans son assertion, selon laquelle ils n'ont rien de divin, et sont conséquemment des créatures vivantes, quoique d'un règne différent du nôtre. Son emploi du mot « règne » est d'ailleurs fort révélateur, et paraît quelque peu anachronique. Bakun est, malgré toute sa sagacité, un homme primitif, écrivant en cunéiforme sur des tablettes qui sont, pour le contemporain, plusieurs fois millénaires. N'empêche, règne, ici, peut être compris autant dans son sens de classification du biologique, du vivant, si vous préférez, que dans son sens politique, c'est-à-dire de domination hiérarchique. Et ce que Bakun cherche à accomplir, au final, est d'empêcher les Xipéus de régner. Voir mourir un Xipéus lors d'un duel entre deux membres de cette espèce est pour lui d'une importance capitale. Mais c'est sa réaction devant le cadavre, si on peut parler ainsi, qui fascine le lecteur contemporain. Citation.
Ils s'entrechoquent avec des mouvements identiques à ceux qu'on observe lorsqu'ils attaquent les gros animaux ou les hommes. Et ce sont même ces combats qui m'ont appris qu'ils n'étaient aucunement immortels, comme je me sentais d'abord disposé à le croire. Car 2 ou 3 fois, j'ai vu des Xipéus succomber dans ces rencontres, c'est-à-dire tomber, se condenser, se pétrifier. J'ai précieusement conservé quelques-uns de ces bizarres cadavres, et peut-être pourront-ils plus tard servir à découvrir la nature des Xipéus. Ce sont des cristaux jaunâtres, disposés irrégulièrement et striés de filets bleus. Fin de citation. Bakun a conservé un échantillon. Il a procédé à l'échantillonnage systématique des cadavres de Xipéus dans le but de les étudier. Et c'est précisément ce que devrait faire un exobiologiste dans des circonstances similaires. Bakun s'oppose en véritable précurseur, non seulement de l'exobiologie, mais également du naturalisme et de toute la démarche scientifique prise dans son ensemble. Et en tant que tel, c'est sans surprise si, comme l'équipage du Stellarium, il regrette de devoir exterminer les Xipéus jusqu'au dernier, afin d'assurer la survie de l'espèce humaine. Citation. Et pourtant, quand elle revint, la nuit aimée, la nuit pensive, une ombre tomba sur ma béatitude. Le chagrin que l'homme et le Xipéus ne puissent pas coexister, que l'anéantissement de l'un dû être la farouche condition de la vie de l'autre. Ah, fin de citation. Évidemment, il serait facile d'affirmer que les Xipéus ne concernent en rien l'exobiologie, puisque ceux-ci sont une forme de vie ayant émergé sur Terre et non sur un autre astre. C'est vrai, je ne le nie pas. Ceci étant dit, les exobiologistes contemporains travaillent actuellement sur des formes de vie bizarres, proprement terriennes, de la même façon qu'ils étudieraient des formes de vie d'origine extraterrestre. Un peu comme s'il s'agissait d'un entraînement ou de pratique, si vous préférez. Pensons par exemple aux extrémophiles, des organismes de nature biologique qui vivent dans des conditions mortelles pour toute autre forme de vie. Les extrémophiles passionnent les exobiologistes, puisqu'il paraît évident que l'apparition de la vie sur une planète jeune a dû se faire dans des conditions extrêmes, justement. Et la nature même des extrémophiles force souvent l'interrogation sur ce qui se qualifie de vivant. Le journaliste Mark Kaufman, dans son enquête sur l'émergence de l'exobiologie comme discipline scientifique sérieuse et publiée sous le titre révélateur de First Contact, mentionne à ce sujet le Desert Varnish, littéralement le vernis du désert, une substance noirâtre que l'on retrouve dans plusieurs déserts sur Terre et qui est utilisée notamment par les Amérindiens dans leurs pétroglyphes. Or, le vernis du désert est l'objet d'intenses recherches remontant à Darwin, carrément. Et les experts en exobiologie ne s'entendent toujours pas à savoir si cette substance est d'origine microbienne ou géologique ou même chimique. Ce qui fait dire à Kaufman, citation, « As practitioners of astrobiology will quickly point out, you don't have to go to Mars to get confused about whether something is alive. That is, the result of biological process or not. » Fin de citation. C'est donc dire que l'exobiologie concerne également la vie sur Terre, même si ce n'est pas sa visée première, puisque, comme le souligne François Rollin est exobiologiste, dans « À la recherche d'une vie extraterrestre », citation, « l'exobiologie prend la vie terrestre comme référence. » Fin de citation. Dans un autre monde, Rosny met en scène un narrateur terrien, natif de Geldré aux Pays-Bas, qui raconte l'étrangeté de sa propre existence. Je dis étrangeté parce que celui-ci a tout du monstre de foire. Sa peau, très pâle, est d'une teinte violette. Ses yeux sont complètement noirs et cornés et lui permettent de voir à travers de nombreuses substances dont le bois, alors que l'eau et le verre lui paraissent opaques. Il ne se nourrit presque exclusivement que d'alcool, méchant Soulon, et parle à une vitesse extrême, au point où l'enregistrement de sa voix par un phonographe et repassé au ralenti est nécessaire pour rendre ses paroles intelligibles. Il peut courir à des vitesses prodigieuses et bondir sur le toit d'une demeure, mais est absolument incapable de soulever la moindre charge. Et chose plus étrange encore, le narrateur est en mesure de voir un autre règne du vivant qui, à l'instar des extrémophiles, habite la Terre à l'insu de la population. Mais là où les extrémophiles se reproduisent dans des conditions mortelles pour l'humain, ce pourquoi ce dernier en ignore largement l'existence, le règne dont il est question dans un autre monde, les Modigan, pullule tout autour de nous, mais demeure invisible et intangible à l'humain, sauf aux yeux très spéciaux du narrateur. Citation. Une fonte qui, je l'ai démontré, nous ignore comme nous l'ignorons et à l'insu de laquelle nous évoluons comme elle évolue à l'insu de nous.
Un monde vivant, aussi varié que le nôtre, aussi puissant que le nôtre, et peut-être davantage, en ses effets sur la face de la planète. Un règne, enfin, se mouvant sur les eaux, dans l'atmosphère, sur le sol, modifiant ces eaux, cette atmosphère et ce sol, tout autrement que nous, mais avec une énergie assurément formidable, et par là agissant indirectement sur nous et nos destinées, comme nous agissons indirectement sur lui et ses destinées. Voilà pourtant ce que j'ai dit, ce que j'ai vu, ce que je vois, seul parmi les hommes et les bêtes. Voilà ce que j'étudie ardemment depuis 5 ans, après avoir passé mon enfance et mon adolescence à le constater seulement. Fin de citation. Vous l'aurez deviné, le narrateur étudie les Modigan de la même façon qu'un exobiologiste confirmé le ferait au contact d'une forme de vie d'origine alien ou d'un extrémophile terrestre, c'est-à-dire avec méthode. Et avec une équipe de chercheurs pour l'appuyer dans ses recherches, puisque l'exobiologie, rappelons-le, est une discipline pluridisciplinaire et nécessite donc l'apport de plus d'un spécialiste pour faire avancer ses travaux de manière conséquente. Citation. On arrive bientôt à la conclusion. Nous travaillâmes. Quelques semaines suffirent au docteur pour dissiper tous ses doutes. Des expériences ingénieuses, des concordances indéniables entre chacune de mes affirmations, 2 ou 3 découvertes heureuses à propos de l'influence des Modigan sur les phénomènes atmosphériques, ne laissèrent aucune place à l'équivoque. L'adjonction du fils aîné Van den Heuvel, jeune homme plein de plus hautes aptitudes scientifiques, accrut encore la fécondité de nos travaux et la certitude de nos trouvailles. Grâce à l'esprit méthodique de mes compagnons, à leur puissance d'investigation et de classement, ce que ma connaissance des Modigan présentait d'incoordonné et de confus ne tarda pas à se transformer. Les découvertes se multiplièrent, la rigoureuse expérience donna de fermes résultats. J'en arrive à la conclusion. Que de la curiosité scientifique, que de la volonté de cataloguer et de découvrir les secrets de la nature et du vivant. Cette même curiosité qui habitait, par exemple, Pierre Aronnax, le naturaliste et protagoniste principal du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. D'ailleurs, il y a un parallèle évident entre le naturalisme tel que pratiqué au 19e siècle et l'émergence de l'exobiologie. Les 2 postures sont toutes 2 pluridisciplinaires et se fondent sur une volonté de découverte, d'observation et de classification du vivant, de la compréhension intrinsèque des aléas de son évolution, de son comportement et de son adaptation à son environnement. Et comme le naturaliste faisait la rencontre pour la première fois d'une tribu indigène, l'exobiologiste devra, lorsque le premier contact aura lieu avec une espèce douée d'intelligence, invoquer à son profit les sciences sociales afin d'étudier, en plus de leur physiologie, les mœurs et les coutumes de cette nouvelle civilisation. Et ce qu'il y a de plus fascinant dans tout ça, c'est que Rosny, simple auteur de science-fiction, a anticipé, bien avant les travaux de Joshua Lederberg, la posture que doit adopter tout exobiologiste digne de ce nom dans ses fictions. Merci.